Je vous ai confié dès le début avoir été suffisamment dubitatif envers ce film. Et là maintenant aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait j'ai eu tort. Le film est très qualitatif. Avec beaucoup trop de problèmes évidemment. Non, il y en a trop. Bonsoir, bonjour, c'est Satire. Et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe. Ah, il y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Satire et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après-séance. Ça fait un petit moment qu'on n'a plus fait des après-séances, mais bon, que voulez-vous, il y a tellement peu de choses qui sortent au cinéma ces derniers mois que franchement les gars, de quoi est-ce que vous voulez que je parle? Il y a quel film à voir après tout ça? J'ai raté l'autre film là, même l'autre aussi, je l'ai raté aussi, merde. Il y a quoi d'autre après, hein? Aujourd'hui donc, nouvelle vidéo que je vous avais promis depuis longtemps. Oui, effectivement, ça fait un petit peu longtemps, mais bon, faut dire, j'avais un petit peu de retard à rattraper, puis surtout, il y a eu 2-3 nouvelles petites sorties, il fallait que je règle 2-3 petits événements en même temps, et j'avais 2-3 occasions de fêter d'autres événements, bref, voilà, ça a pris du temps, il fallait que je fasse plein d'autres vidéos derrière, histoire que je puisse être là à des dates précises, etc. Mais au final, la vidéo est là, elle sort enfin. Mon après-séance sur Kingdom of the Planet of the Apes, ou la planète des singes 4, le nouveau royaume. Bon, déjà, parlons de ce nom de merde. Le nouveau royaume. Qu'est-ce que c'est que ce nom, les gars? Qu'est-ce que vous avez dire que... Si vous savez, suivi ma vidéo sur la chute de la saga de la planète des singes des années 70, vous savez que les films ils s'appellent Le secret de la planète des singes, Les évadés de la planète des singes, etc. Même le planète des singes de Tim Burton, fut-il un temps, il s'appelait Les origines de la planète des singes. Mais bon, ça c'était fut-il un temps. Là aujourd'hui c'est... Non, on l'appelle juste la planète des singes 2001, basiquement, mais voilà, de toute façon on va pas parler de ce film. Mais après, quand la planète des singes, Les origines est arrivée, ouais, vous vous rendez compte un petit peu où est le problème. À partir de maintenant, le sous-titre du film n'est plus du tout au-dessus du titre, mais en dessous. Et effectivement, pour certains, ça peut causer problème. Mais laissez-moi plus ou moins défendre ce choix. Si on a mis le sous-titre du film en dessous du titre et non plus au-dessus, comme c'était le cas avant traditionnellement parlant, et c'est pour la simple et bonne raison que le consommateur lambda, il savait pas du tout c'était quelle suite de quel film, etc. Bref. Voilà, le gars, il voulait se faire la saga, il y a un gars lambda, il veut se faire l'intégrale de la saga dans l'ordre dans lequel les films se passent, sauf que le gars, il sait pas du tout c'est lequel, le numéro 3, le numéro 5, le numéro 42 et tout ça. Et donc, pour que le consommateur lambda puisse se repérer au milieu de tout ça, eh bien, on décide de mettre cette fois-ci le sous-titre en bas pour que ça fasse la planète des singes 1, les origines, le 2, l'affrontement, etc. Bref, je pense que vous avez compris le truc. Malheureusement, ça ne s'applique que en France, parce que dans les autres pays, malheureusement, ils n'ont pas non plus respecté cette règle. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Après, de toute façon, c'est nous qui, plus ou moins, avons inventé le tout premier planète des singes en 1963. Voilà, au cas où... Mais encore, pour les 3 autres films, les noms, ils étaient plutôt bien trouvés. À savoir que, bon, en anglais, ça s'appelle Rise of the Planet of the Apes, à savoir, le relèvement de la planète des singes, je sais pas du tout comment ça se traduit Rise, mais c'est pas grave. En gros, qui passe de Rise à les origines de la planète des singes. En gros, on parle des origines des singes. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Bref, voilà, le prologue de toute la saga des années 60, même si bon, ça fait plus soft reboot qu'autre chose, mais ça, on va en parler à la fin de la vidéo. En bref, c'est stylé. Ensuite, bon, pour Down of the Planet of the Apes, à savoir l'aube de la planète des singes, à savoir une nouvelle planète se lève, etc. Du coup, on dit Down of the Planet of the Apes. Le film, ils ont carrément décidé de un peu plus simplifier en appelant ça l'affrontement, à savoir une confrontation, que ce soit verbale, territoriale ou physique, entre les humains et les singes. Et ça... c'est original et surtout c'est stylé. Dans le 3e opus, c'est quasiment la guerre, War of the Planet of the Apes. En gros, c'est... ouais, c'est à peu près la guerre. Et c'est les singes qui vont devoir imposer par la suite leur suprématie, tout en se confrontant à la suprématie humaine qui veulent se montrer beaucoup plus forte, d'où le nom de la planète des singes 3, suprématie. C'est hyper stylé. Mais pour Kingdom of the Planet of the Apes, on a décidé de rajouter le sous-titre, le nouveau royaume. C'est éclaté, les gars, je suis désolé, mais c'est éclaté. Bon, après, de toute façon... la VF, elle a jamais su apporter de bons sous-titres, à de rares exceptions, bien sûr, hein, mais je veux dire, le nouveau royaume, ça fait presque cliché un peu, surtout qu'en plus de ça, il n'y a qu'un seul royaume et il est qu'à la toute fin du film, voilà, hein, je sais que je spoil juste une petite partie du film, mais c'est juste une toute petite partie, ne vous inquiétez pas. Mais globalement, dans ce film-là, il n'y a pas de royaume, donc pourquoi le nouveau royaume?
Ça n'a pas de sens, les gars, ça n'a pas de sens. Il aurait fallu appeler, bah, je sais pas, le nouveau monde, ou alors le grand monde. Enfin, ouais, ça aurait éclaté. Même moi, j'arrive pas à trouver de bon titre. Mais vu qu'on était parti sur la base de la logique, les origines, l'affrontement et suprématie, bah, fallait trouver juste un mot simple. Genre, le voyage. Ou... la journée. Enfin bref, de toute façon, ça c'était ma petite parenthèse. Fallait bien que je parle de ces titres un peu putaclic, mais voilà, de toute façon, si on continue d'en parler, on ne fera que chipoter, donc on va parler du reste. Comment est-ce que ce film a-t-il gerté dans l'existence de tout ça? Bon, si vous avez vu ma vidéo sur la chute de la saga des années 70, on va plus ou moins reprendre là où on en était, mais pas trop non plus, parce qu'on n'est pas là pour ça. On en était au fait que Rick Rafa avait une idée de synopsis à pouvoir mettre en place aux côtés de la Fox aux alentours de 2005, mais il faut savoir que les années 2000 pour la 20th Century Fox, elles sont terribles, surtout en termes de la fin. Les gars, ils nous ont sorti X-Men l'affrontement final, ils ont sorti Dragon Ball Evolution et Wolverine Origins. Ouais, 3 films ultra mauvais, défoncés par la critique, ça pique énormément. Bien sûr, les gars, ils en sortaient un peu grâce à la nouvelle licence L'As de Glace et Rio qu'ils avaient lancé grâce à Blue Sky, avec lesquels ils ont, c'est là plus que là que vient Blue Sky, donc forcément, voilà. Donc ouais, à ce moment-là, la Fox, elle est vraiment très mal. Mal dans le sens où les gars, ils savent plus du tout quoi faire, ils ont fait de gros films de merde qui ont déçu le public, qui ont mécontendu le public, surtout pour Dragon Ball Evolution, qui à cette époque-là était le film le plus détesté de tous les temps. Et quand je dis de tous les temps, c'est vraiment jamais un film de l'histoire du cinéma aurait été autant détesté, plus par exemple que La Menace Fantôme ou Wolverine Origins lui-même. Surtout que les gars, ils veulent mettre en place leur saga de la planète des singes, mais ils savent pas du tout comment est-ce qu'il faut faire, sachant que les maquillages sont quasiment devenus has-been, la motion capture commence petit à petit à se démocratiser aux côtés de la concurrence. Donc voilà, les gars, ils se disent, on peut pas rester planté là, il faut à tout prix que l'on fasse quelque chose. Mais heureusement, un miracle va se produire, à savoir... Ah, cette fois-ci, on passe même plus de la motion, mais de la performance capture. C'est littéralement une sorte de motion capture en version 2.0. Une technologie qui permet de créer un visage de synthèse sur le visage d'un acteur, tout en lui greffant une sorte de nouveau visage pour en faire un nouveau personnage. Vous avez rien compris? Moi non plus, c'est parfait. Bon, disons que pour faire simple, les gars ils se disent ces technologies à appliquer pour les prochains planètes des singes. Et le résultat des courses, bon les gars ils font casting, ils appellent tout le monde. Andy Serkis, qui devient l'ambassadeur officiel de la motion capture, décide de devenir le héros principal de la nouvelle saga de la planète des singes, ce qui nous a amené à la trilogie que l'on connaît tous. Je ne vais pas m'attarder sur cette trilogie parce que bon c'est bon, je pense que à ce stade non seulement on en a fait le tour, tout le monde en a fait le tour, et surtout on entrerait littéralement dans une autre vidéo. Je rappelle que nous sommes dans une après-séance. Ce chose à comprendre, c'est que après, Matt Reeves, réalisateur des 2 derniers opus de cette trilogie, décide de mettre en place de nouveaux films pour la saga à venir. Un petit peu comme ce que fera et ce que fait même HBO avec le grand succès de Game of Thrones, notamment avec House of Dragons. En même temps que tout se met en place, la Fox se fait racheter par Disney. Oups, ça devait arriver. Le rachat conduit à plein de projets en cours de soit se faire avorter, soit se faire modifier. Enfin bref, voilà, c'est un peu le chaos lorsque la Fox se fait immédiatement racheter. Parce que bon, du coup, plein de projets qui sont en cours se font forcément soit rayer de la carte, soit modifier, ou alors ont des dates de sortie ultérieures qui détruisent leur box-office. En bref, c'est le chaos général dans l'industrie. Donc du coup, faire un nouveau film Planète des singes, c'est clairement pas dans leur priorité des choses. Et moi, de mon côté, lorsque la Fox avait été rachetée par Disney, moi, il y avait qu'un seul truc qui me faisait peur. À côté de plein de trucs, bien sûr, qui faisaient peur aussi. À savoir que... que la planète des singes allait être exploitée par l'une des entreprises qui ont gâché toutes les plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. Du coup, forcément, j'attendais que ça arrive, et au moment où je commençais enfin à souffler, que je me disais « Ah, ils ont pas touché à la planète des singes, finalement ça va », pile à ce moment-là, en fait, un nouveau film a été annoncé. Je crois que c'était en 2021, ou je sais plus si c'était en septembre 2022, mais je crois que c'était un des deux, je sais pas. Après, j'étais pas trop inquiet. L'affiche me plaisait beaucoup, le nom était accrocheur, Kingdom of the Planet of the Apes, ça donnait plutôt envie. On voyait qu'on se passait quelques années après, peut-être même quelques décennies après la trilogie de connue des années 2010. Franchement, j'étais pas trop inquiet, juste un peu par le fait que Disney serait forcément derrière. En plus du réalisateur annoncé, à savoir Wes Ball qui s'est occupé de la trilogie du labyrinthe. Trilogie que je sais, je la ressors souvent dans mon DVD Blu-ray parce que j'adore cette trilogie, que voulez-vous que je vous dise. Même si bon, je peux comprendre que certaines critiques vis-à-vis notamment du 3e soient un petit peu dubitatifs à ce sujet. Mais écoutez, moi franchement, j'adore cette trilogie, je la surkiffe toujours encore aujourd'hui.
série et c'est toujours un énorme kiff de le revoir et je trouve même que cette trilogie est plutôt sous-cotée par rapport à ce qu'elle propose. Je vais pas dire ce que j'ai pensé de la bande-annonce parce que j'en ai déjà parlé dans ce que j'attendais le plus cette année en 2024, donc voilà, allez la voir hein, si vous voulez, ça me fera plaisir. Et là, maintenant que le film est sorti et qu'il commence un petit peu à faire son succès, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah honnêtement, c'était génial. Bon, avant de parler de mon avis global, faut bien que je vous restitue en racontant plus ou moins l'histoire. Nous sommes 200 ans après les événements de la trilogie de Matrix, à savoir 300 ans ou 200 ans, ça dépendra après tout ce qui s'est passé dans cette saga. Donc du coup, on nous présente des nouveaux personnages, dont Noah, qui d'ailleurs en VO s'appelle Noé, en référence à Noé face au déluge, mais bon, qui fait partie de ce que l'on appelle le clan des aigles, un clan de singes qui dresse des aigles, tout le nom, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Leur but aux enfants, Noé et ses potes, va devoir être de passer un rite de passage à l'âge adulte, sauf que pour ça, il va falloir trouver un œuf pour qu'ils puissent éclore, etc., pour pouvoir passer leur rite de passage à l'âge adulte. Sinon, ils attendent un an, et attendre un an, croyez-moi, c'est vraiment la dette. Sauf que Noah, après un accident terrible avec cet œuf, il décide donc d'aller en rechercher un pile à ce moment-là, après qu'il se soit cassé entre ses mains, et malheureusement, ce sera en pleine nuit, dans lequel il croisera une étrange tribu de singes avec lesquels de terribles drames vont se produire juste après ça. Et donc dans ces nombreuses péripéties, il tombera sur une jeune femme très étrange et d'un orang-outan assez énigmatique, on va dire. Quand j'ai regardé ce film, une partie de mes craintes se sont envolées, mais une autre partie de mes craintes ont commencé à apparaître petit à petit. Laissez-moi un petit peu vous expliquer. Bon, déjà niveau réalisation, comment on s'en sort? Eh ben c'est simple, Wes Ball m'a plutôt étonné, mais pas trop non plus. Après, ça va être très difficile d'avoir égalé ne serait-ce qu'un peu le niveau de Matrix, parce que le gars, bon, il était à un level beaucoup trop au-dessus pour pouvoir être égalé, même encore aujourd'hui, sachez-le. Mais là, dans ce film, bah, je trouve qu'il s'en sort bien. Il nous fait plutôt bien le café, il y a des plans contemplatifs absolument magnifiques. En même temps, les effets spéciaux jouent énormément, tellement c'est beau, que ce soit au niveau de la motion capture, etc., etc. Au départ, j'étais dubitatif, surtout quand j'avais vu la bande-annonce qui me faisait plus penser à la PlayStation 5 plus que à de réels singes. Là, vraiment, c'est plus abouti. Tu sens qu'il y a eu plus de travail entre la bande-annonce et aujourd'hui. Ça, c'est bien, ça, c'est cool. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, si vous observez bien ces films, vous verrez qu'il y a certains plans qui sont tournés à 380 degrés. Et ça, c'est dû au fait qu'il a déjà expérimenté dans la trilogie du labyrinthe, comme on vient de le voir tout à l'heure. Bref, voilà, le gars, il est pas au niveau de Matrix, mais il arrive à nous proposer certaines choses, à de rares exceptions, bien évidemment. Je trouve qu'à certains moments, bon, c'est filmé comme... Bon, c'est pas mal filmé non plus, mais voilà, pour un Planète des Singes, ça s'attend à mieux. Mais franchement, ça va, il y a des scènes qui sont plutôt bien, pas non plus du spectaculaire, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans un film comme celui-ci. Mais franchement, ça va, le gars s'en sort bien, notamment au début, lors d'une certaine scène en particulier qui provient d'une attaque de camp. Franchement, c'est une scène que j'ai trouvé vraiment super bien filmée, tout est fait en plan séquence en plus de ça. Et ouais, franchement, le gars, en termes de mise en scène et de plantation de décor, le gars il s'en sort très bien. Niveau effets spéciaux, bon bah voilà, hein, je ne veux pas non plus en rajouter, hein, la motion design est absolument magnifique, moins convaincant que dans le troisième opus, mais bon, avec ce que les studios d'effets spéciaux engendrent, et surtout la façon dont j'ai tabassé à peu près tous les films les plus moches sortis l'année dernière, et même cette année, sachez-le, ça va arriver, hein, croyez-moi, ça va arriver. Donc ouais, franchement, c'est bien fait, les décors d'ailleurs sont absolument magnifiques, au point qu'on arrive même plus à faire la différence, à savoir si c'est fait en studio ou en extérieur. Franchement, c'est super beau, c'est magnifique. Bref, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur les effets spéciaux, à part que c'est beau, c'est magnifique, c'est contemplatif, c'est réel, bref, voilà, tout ce qu'on attend d'un bon film bien fait. Laissez les studios d'effets spéciaux faire leur job, les gars, laissez-les faire, regardez ce que l'on y gagnerait. Niveau personnage, franchement, on a vraiment de la crème de la crème. Ça a été vraiment le défi le plus dur à relever, nous présenter de nouveaux personnages. Et d'ailleurs, j'aurais juste une petite nuance à faire, notamment à la toute première scène du film. Et je sais que là, je risque de vous spoiler un petit instant, mais bon, voilà, c'est rien de dubitatif, c'est rien de choquant, et puis surtout, ça a absolument rien à foutre là, surtout dans un film pareil. Donc, si vous avez pas trop envie de vous faire spoiler quand même, mais que vous avez envie de savoir de quelle scène je parle, à savoir de la toute première scène du film, hein, attention, je préfère prévenir, bah voilà, vous pouvez quand même aller sur le timecode qui se trouve ici pour pouvoir sauter, comme ça au moins ce sera fait, hein. Et si vous n'avez pas trop envie de vous préserver des spoils, vous pouvez regarder, mais si vous voulez vous préserver des spoils avant d'aller voir le film, voilà, vous pouvez sauter, c'est pas grave. La première scène du film s'ouvre sur, bon déjà, l'enterrement de César. Pourquoi? Genre, je veux dire, mais genre, pourquoi?
Je veux dire, on nous présente un univers avec des nouveaux personnages, de nouvelles histoires, de nouveaux enjeux, etc., etc. Et vous nous mettez la scène du dernier film que l'on a vu, alors que tout le monde était déjà passé à autre chose et voulait avant tout une nouvelle histoire. Mais pourquoi? Donc je sais pas, à titre de comparaison, c'est comme si Star Wars 7 il commençait directement avec l'enterrement de Dark Vador dans le 6ème opus. C'est comme si dans House of Dragon, la série commençait alors que Jon Snow commençait déjà à écumer le Nord aux côtés des Sauvageons à la fin de Game of Thrones. Ou alors, je sais pas, c'est comme si dans Harry Potter, bah, on voyait Harry et sa meuf en train de... Ouais, tu vois exactement où je veux en venir. Et ce, bien sûr, avant que les Animaux Fantastiques commencent. Bon, je vous cite des exemples comme ça, mais c'est comme si c'était ça, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et là où, surtout, ça va être contre-productif, bah, c'est que les gens qui vont voir cette nouvelle saga sans avoir vu la trilogie originale, bah, les gars, ils vont pas du tout comprendre pourquoi est-ce que ça commence par là. Et puis surtout, ça va leur spoiler ce qui se passe à la fin de cette trilogie. Du coup, ça en devient contre-productif. Je sais que c'est 1 minute au début de film, mais franchement les gars, dites-vous que c'est chiant de se dire qu'on a vu une début de film qui spoil une trilogie qu'on n'a pas vue. Donc ouais, rien que là, tu sentais que le film commençait mal. Mais heureusement, son prologue, il réussit au moins un minimum à s'attraper en nous présentant les nouveaux personnages. Noah et ses potes sont intéressants, dommage que ses potes sont un petit peu en arrière-plan et sont un petit peu mis de côté, mais c'était pas si grave que ça après tout. Parce que j'espère qu'ils seront mis un peu plus en avant dans la suite, qui arrivera prochainement. On nous présente aussi son père, sa famille, bref, tout le monde est super intéressant. Surtout Noah qui a un charisme de fou, et ça aide surtout quand t'as un acteur assez charismatique et assez bon, franchement. Ça fait super plaisir d'avoir affaire à de nouveaux personnages. J'ai ce que j'étais venu chercher, faire connaissance avec de nouveaux personnages, tout en nous introduisant dans un nouvel univers. En bref, franchement... j'ai été très content lorsque j'ai vu Noah ainsi que les autres personnages. Raka, franchement, est super intéressant, sûrement mon personnage préféré du film. Et en même temps, tu me diras, c'est normal. Le gars, il a une prestance et surtout une voix super méconnaissable et vraiment... je ne saurais quoi dire en fait. Ce personnage est super intéressant et m'a l'air juste super intéressant. Le fait qu'il tienne une religion autour de César et qu'il considère presque comme une sorte de prophète ou de guide religieux, ça franchement c'est quelque chose que j'aime bien. Ça montre qu'il s'est passé des choses en 200 ou 300 ans. Et ça développe encore plus le lore et l'univers de la saga en nous proposant de nouveaux personnages et en se posant des questions à savoir est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres orang-outans comme lui qui sont vivants et qui rôdent à travers le monde. Ça franchement ça donne envie, ça donne envie de s'intéresser un peu plus à la saga. On a aussi cette jeune fille dont je vais taire le nom pour éviter les spoils qui est vraiment super intéressant. J'ai rarement vu un personnage aussi intéressant et surtout aussi bien écrit. On en parle dans la partie scénario bien sûr, mais franchement elle est super bien écrite au point que vous parler d'elle ce serait de vous spoiler littéralement, mais on va pas être là. Proximus qui dans cette histoire se considère presque comme une sorte de réincarnation de César ou guide spirituel de César ou je sais pas quoi, franchement ça rend le personnage vraiment super intéressant et ça nous fait dire pourquoi est-ce qu'il a construit ce royaume. En bref, c'est un antagoniste vraiment très intéressant et on abordera ça justement en section spoil. Niveau scénario, franchement, c'est très bien écrit. Franchement, j'ai pas grand chose à enlever, j'ai pas grand chose à retirer. L'histoire nous embarque immédiatement et ça fait plaisir. Et surtout, il nous laisse le temps de profiter, surtout de savourer. J'ai vu certaines critiques qui disaient que la première heure n'avançait pas, comme quoi ça traînait beaucoup trop, qu'il faudrait raccourcir certaines choses, etc., etc. Alors, non loin de moi l'idée de pouvoir contrecarrer vos avis, mais je tiens quand même à défendre ce choix qui... pour moi, me semble le plus judicieux. Le Planète des Singes de 1968, par exemple, lui aussi, il avait une heure extrêmement longue, enfin, plutôt une demi-heure, puisque le film dure 1h40 quand même, mais sa première demi-heure reste quand même extrêmement longue, parce qu'elle laisse le temps de poser l'ambiance, de nous faire profiter de cette soi-disant planète inconnue, justement, pour pouvoir nous immerger un peu plus dans l'intrigue et le scénario. C'est ça aussi qui faisait l'une des qualités du film de 1968, qu'on nous faisait poser une ambiance. C'est pas comme faisait par exemple le film de Burton justement. Jerry Goldsmith lui aussi à l'époque en profitait pour instaurer petit à petit son ambiance, tout en nous posant et en nous faisant presque voyager autour du horizon inconnu. Bref, voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle le film de 1968 est un classique et une référence dans le genre, pour la simple et bonne raison que dès le début il a su installer et instaurer son ambiance tout en réussissant à créer une ligne directrice à son film
super impressionnant. Et le film de 2024 utilise plus ou moins ce même procédé, nous faire profiter pendant 1 heure, bon déjà de ses décors, mais surtout de planter ses intrigues et son scénario ainsi que son histoire. En bref, pour moi, cette première heure, c'est plus une qualité qu'autre chose. Le problème, en fait, c'est que vous êtes beaucoup trop habitués au fait qu'il faut que ça aille vite, qu'on nous présente vite des intrigues, etc., que ce soit bien ficelé, tout ça. Mais non, en fait, non. Il faut que l'on profite un petit peu, que l'on respire d'abord pour commencer, puis surtout que on arrive à nous instaurer une ambiance petit à petit. Le seul gros défaut que j'aurais, c'est que musicalement, ça manque de nous... un petit peu plus nous encastrer dans cette histoire. En même temps, le compositeur, c'est pas Jerry Goldsmith. Et justement, en ces premières heures, on en profite pour poser les bases de l'univers, de son scénario, de son histoire. En bref, on en profite pour nous présenter un nouvel univers. Dites-vous que si cette première heure, elle aurait été plus courte que d'habitude, on se serait plein en mode « Ah, vas-y, ça va un peu trop vite, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, on n'a pas le temps de connaître cet univers. Moi, j'aurais aimé qu'on reste plus avec tel machin, bidule, nanana, donc... Et quelque part, ça marche aussi, parce que tout le long du film, je me suis senti investi dans cet univers et j'ai vraiment eu l'impression de voyager même dans cet univers aux côtés des personnages principaux que l'on accompagne. Et ça, ça c'est une qualité que l'on peut pas émettre à absolument tous les films qui sortent, surtout ces dernières années, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Musicalement parlant, alors c'est ça justement que je trouve dommage, qu'on n'ait pas assez d'OST mémorables. Là où par exemple dans les origines et notamment l'affrontement, bon on a eu des musiques très passionnantes et surtout qui étaient faites par des passionnés et ça s'entendait. Et surtout avec Supremacy où là on était paroxysme, hein, littéralement, hein, si je puis dire. Là, dans ce film-là, bon, c'est sûr, on n'a pas Michael Giacchino, hein, ça se ressent un petit peu, et c'est vraiment dommage, franchement. Mais, voilà, hâte de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, musicalement parlant, il n'y a pas grand-chose qui me parle, j'arrive à peine à souvenir des OST qu'on a écoutés, et c'est dommage. Bon, du coup, est-ce que ça vaut la peine d'aller voir ce film? Alors là... Clairement oui, parce que franchement des films comme ça qui sortent cette année, à part Furiosa, il n'y aura pas grand chose sous votre langue. Il y aura peut-être Daredevil avec Chris Pratt, et encore, je pense que vous avez le temps avant de vous faire ce film là et dépenser votre thune là-dedans. Et surtout d'aller me voir ça au cinéma, parce que en termes d'effets spéciaux, à ce jour c'est peut-être le film le plus beau de l'année, et voire même le film le plus beau de cette décennie, parce que... Après, le niveau était pas non plus si élevé que ça, hein, et encore... Et oui les gars, je sais que Creator c'était beau, mais... Voilà quoi, le film était pas ouf de toute façon. Non mais sérieusement, allez voir ce film, regardez-moi ces panoramas, comment ils sont beaux, magnifiques. Rien que pour ça, ça mérite d'être vécu au cinéma, parce que croyez-moi, devant votre télévision ou même sur votre propre téléphone, ah non, ça le fera pas. Vaut mieux vivre cette expérience au cinéma. Croyez-moi les gars, vous allez pas en perdre une miette, ça c'est sûr. Le film vaut clairement le coup et croyez-moi, si vous avez envie de savoir exactement pourquoi est-ce que j'ai mis une certaine phrase dans la miniature, revenez me voir après avoir vu le film, tout simplement, parce que bon, ça mérite pas du tout pour que vous restiez jusqu'à la section spoiler. Non, non, allez voir ce film immédiatement, croyez-moi que ça vaut le coup. En attendant, bon, on va passer à la section spoiler. Avant de partir, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et nous, du coup, on passe à la section spoiler. C'est parti. Bien, parlons de May. Franchement, May, j'ai été vraiment surprise. J'avais peur que l'on suive cette personnage comme une meuf sans personnalité et sans voix, un petit peu comme ce qu'était par exemple Nova dans Supremacy, ce qui la rendait un petit peu dommage d'ailleurs. Là, dans ce film-là, on en a fait totalement autre chose. C'est comme si les gars, ils savaient que ça allait être trop facile, du coup, ils se sont dit, ce serait vraiment sympa si on pouvait juste en faire un personnage beaucoup plus intéressante que ça, il fallait à tout prix trouver autre chose pour être original. Là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, on a pris le personnage, on a fait autre chose de complètement différent, et du coup, ça marche. On en a littéralement fait un personnage, on ne sait même pas si elle va être l'une des antagonistes principales de cette nouvelle saga. À savoir, une femme qui parle, déjà, pour commencer, un être humain qui parle. Dans cette saga, ça peut être surprenant, mais bon, dans la saga de 70, ils parlaient eux aussi à la toute fin du secret de la planète des singes, par exemple. Et franchement, ça me choque même pas. Et surtout, on arrive à faire de la tension autour d'elle, sans savoir exactement ce qu'elle veut, sans savoir exactement pourquoi est-ce qu'elle fait telle chose ou telle autre chose. En bref, franchement, c'est un personnage hyper fascinante et hyper intéressante, et j'ai hâte de voir ce qu'on nous propose autour d'elle par la suite de la saga. Par contre, le sbire de Romulus, à savoir le gorille, franchement, je suis vraiment très déçu. Au début, bon, on nous montre en train de tuer son père et tout ça, et quand on te présente un personnage comme ça qui provoque un impact moral, surtout chez le personnage principal, tu t'attends forcément à ce que le personnage principal devienne un jour de plus en plus fort pour pouvoir lui faire face. Alors, ça arrive plus ou moins dans le film, mais il n'arrive seulement qu'à le fuir et finit par le tuer par noyade. Et ça, désolé les gars, c'est extrêmement dommage.
À la fin du film, j'attendais vraiment à savoir comment est-ce que Noé allait faire pour défendre cette espèce de grosse montagne de muscles de plus de 200 kg. Parce que bon, une montagne de muscles de plus de 250 kg, voilà, ça donnait envie de voir comment est-ce que Noé, il allait faire face à ce dernier en tant que dernier antagoniste principal de cette fin de film. Parce que bon, le voir se faire tuer par noyade, en plus de la part de Noé, c'est un petit peu du foutage de gueule comparé à ce qu'on nous avait présenté au début. Et ça, c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment, mais alors vraiment aimé que l'on puisse nous faire un affrontement final contre lui. Ça aurait été mais tellement bien, vous ne savez pas du tout à quel point. Autre chose aussi que je trouve dommage, ça reste quand même le personnage de Romulus. Romulus qui nous est presque présenté et surtout teasé comme le nouvel antagoniste principal de toute cette saga. Franchement, j'aurais vraiment, mais alors vraiment aimé que l'on nous fasse de lui l'antagoniste principal de cette saga. Ça aurait été mais tellement plus intéressant parce que bon, les antagonistes humains, on en a toujours eu, mais je trouve que des antagonistes singes, ça aurait été vraiment super intéressant parce que à part Koba, ouais bah on n'a pas grand chose sous la dent. Surtout le gorille de la patate de la planète des singes, ça fera tâche à côté. Et surtout ça aurait pu être intéressant, à savoir la manipulation de la religion de la part d'un fou prophète, du fait qu'il guide des êtres pour pouvoir s'accaparer le pouvoir uniquement que pour son propre profit. Franchement tout ça, ça aurait pu être super intéressant pour le reste de la saga. Juste dommage qu'on s'est limité à ça uniquement que sur un film. Franchement j'aurais bien aimé en avoir plus malheureusement, mais voilà c'est comme ça, que voulez-vous. Et après la victoire de Noé sur ce dernier restait quand même satisfaisant. Juste j'aurais bien aimé que l'on puisse avoir je sais pas moi, un Proximus essayer de se relever de ses flots d'eau. Même si bon, survivre à une chute de ces hauteurs là, ça paraît peut-être un peu trop improbable. Même si on entend des cris de singe au générique de fin. Bon déjà les gars, j'en peux plus des scènes post-génériques. Vraiment, je n'en peux plus. J'en ai marre de ces scènes post-génériques les gars. Dès que le générique s'affiche, fin de l'histoire. Pourquoi vous voulez rajouter une fin dans la fin? Ça n'a pas de sens putain. Je veux dire, le film il s'est terminé, il se termine sur un truc, et hop, tu veux contrebalancer ça avec une autre fin à la toute fin. C'est débile. Bah oui, Marvel vous a beaucoup trop endoctriné. Après vous me direz, ouais c'est normal, ils sont chez Disney, tu m'étonnes. La fin du film, je la trouve absolument fascinante et ultra prometteur pour la future saga qui nous est réservée. À savoir que l'histoire se termine par Noé qui retrouve May à la toute fin du film et qui décide de se parler un petit peu bien sûr. Mais Noé rétorque en disant que en fait May peut être potentiellement un danger. Est-ce que c'est une ennemie? Est-ce que c'est une alliée? Ça, c'est lui-même qui se le pose. Et moi, à chaque fois que je voyais ce genre de dialogue, je pensais à ce que disait le docteur Zaius dans la Planète des singes de 68. Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport, or lust, or greed. Yea, he will murder his brother to possess his brother's land. Bien sûr que dans la saga, on a été habitué à des humains gentils, mais est-ce que May fera justement partie de cette catégorie-là? Ça promet énormément et ça peut rendre la chose vraiment super intéressante. Surtout quand on voit qu'il y a un peuple humain qui essaie de contacter des gens dans l'espace, ça donne encore plus envie. Bref, les gars, ils m'ont donné envie de voir la suite. Même si cette suite, elle promet peu, mais vraiment très peu. J'ai fait part de certains défauts majeurs, même si ce sont que des détails, à savoir, déjà, le prologue du film, ensuite, certains petits problèmes scénaristiques, notamment dû au fait que on avait un antagoniste un peu intéressant, mais on l'a sacrifié des premiers films, ce qui est certes dommage, mais permet de lancer certes des intrigues, mais ça reste quand même dommage. Et puis surtout, le personnage gorille qui aurait dû servir d'étape de franchisation pour notre héros principal, mais qui malheureusement ne le fera pas, et du coup, sera littéralement sacrifié et jeté à l'eau, littéralement. Ensuite, il y a le fait que le film se repose sur beaucoup trop de références à d'autres films, notamment à celui de 1968. Bref, tout ça conduit à nous faire dire que, pour moi, ça sent pas bon et je suis encore plus inquiet qu'au début. Parce qu'au début, je me suis dit que, vas-y, ils ont prévu un film, mais voilà, faut juste éviter que Disney y mette un petit peu trop les pattes, qu'ils laissent un petit peu les artistes faire ce qu'ils veulent de leur film, et où est-ce qu'ils vont nous emmener avec cette nouvelle saga, qui veille à ce qu'ils ne puissent pas toucher à ce que les artistes font, qu'ils laissent les artistes faire, etc. Bref, qu'ils y aillent sans filon. Et là, moi, je vois des problèmes comme ça, je commence déjà à avoir peur. On a un compositeur musical qui, certes, est pas mal et passable, peut-être même s'il faut, ces OSC me resteront un peu plus en tête au fil du temps. Mais voilà, passer à côté de Giacchino, ça va être compliqué. Ensuite, certains choix scénaristiques me laissent très dubitatif par rapport à ce qui va se passer par la suite. Et surtout le fait de se placer sur beaucoup trop de références, notamment à l'ancienne saga, voire même à la nouvelle. Voilà, ça fait
extrêmement peur. Et quand je dis extrêmement peur, c'est pas pour rien. C'est que là, les gars, j'ai l'impression qu'ils veulent plus se concentrer sur certaines scènes qui font référence à l'ancienne saga, plus que de vouloir innover, proposer plus quelque chose de nouveau, que de faire des redites de certaines scènes qui en plus n'ont absolument rien à faire là pour certaines. Et surtout, oui, pour d'autres, sont arrivées peut-être un peu trop tôt. Alors oui, je sais, je chipote, machin, mais si ça se trouve, le film ne sera peut-être pas comme ça, même les suites ne seront pas comme ça. Justement, les gars, justement, à force de vouloir relativiser sur certaines choses, on oublie le fait que tout peut arriver, les gars. Faut pas rêver non plus. Certes, les films seront peut-être meilleurs que leurs prédécesseurs. Je sais que ce n'est qu'un premier opus, mais justement, pour un premier opus, ça reste quand même inquiétant. Donc non, mes craintes, au contraire, elles ne se sont pas réalisées, encore heureux. Elles ne se sont pas non plus propagées, soyez-en sûrs. Mais elles sont encore là, et elles sont même encore plus présentes qu'avant que le film ne sorte. Si le film continue comme ça, à se reposer sur les anciens films, plus que de nous proposer du nouveau avec les prochains films qui vont arriver, croyez-moi les gars, ça va être ultra handicapant, et ça va même détacher le film de toute autre chose, parce qu'à force de vouloir n'être que ça, on aura plus l'impression qu'il n'est plus que ça, que d'être une nouvelle trilogie et une nouvelle opportunité à une nouvelle histoire. Et ça va être ultra problématique pour le reste de la saga. Mais bon, pour l'instant, je reste un minimum confiant, mais je préfère mettre mes craintes sur la table et surtout les partager avec vous et avec tout le monde, histoire un petit peu de faire comprendre à tout le monde que si ça se trouve, on n'est pas dans la merde. Alors je vous parle, il n'y a aucune suite qui est annoncée, mais juste le problème c'est que Wes Ball, qui aimerait bien revenir, bien sûr, il n'y a aucun souci, je pense qu'il a fait du très bon boulot, même si bon, je reste assez dubitatif pour la suite et j'aimerais bien qu'il puisse revenir, mais voilà quoi. Mais le gros problème c'est qu'il est occupé sur le prochain live action de Zelda. Si vous voulez plus de détails sur ce live action, j'en parle dans cette vidéo. Donc non, je ne suis pas désespéré, je suis juste très très inquiet. Mais bon, on verra où est-ce que cela aboutira, donc voilà. En attendant, notons un petit peu ce film. C'est ça, je vais quand même lui mettre 72,5%, ou peut-être 0,2, ça va dépendre. Parce que voilà, le film, bon, il est excellent et il arrive à ne pas se paumer dans des pièges faciles. Et surtout, on a revu un acteur de Jurassic Park 3 dans ce film-là qui arrive à nous pondre un super beau rôle et ça fait plaisir à lui, surtout à nous. Mais voilà, le film, le gros problème, c'est qu'il se repose beaucoup trop sur les anciennes sagas et surtout que il a du mal avec certains points scénaristiques très importants. Inquiet parce qu'il y a trop de points scénaristiques qui fait que les prochains films ont beaucoup de boulot et surtout beaucoup de craintes à avoir et à susciter pour la suite. Parce que j'ai peur que ces craintes scénaristiques non seulement se réalisent et le fait d'être beaucoup trop fidèle au reste de la saga puisse le tuer à petit feu et que l'arrivée de la nouveauté ne se fasse pas. Mais le film a beaucoup de potentiel et c'est pour ça que je lui mets à 72%. Le potentiel et surtout les nombreuses autres qualités que je lui reconnais méritent eux aussi d'être cités. Juste, voilà, faut pas que ce potentiel soit gâché et j'espère que ça n'arrivera pas. En tout cas, malgré tout ça, ça restera tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à dire ce que vous avez pensé de tout ça. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, histoire d'être courant de toutes les nouveautés. Si vous avez envie de suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. Et nous, en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais je préfère vous prévenir, cette vidéo-là, elle sera non seulement complètement différente des autres, et surtout, elle va être très sanglante. Allez, c'était Reza Tire, tout grand tout près.